Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Après des jours d'inactivité et quelques abonnés perdus en cours de route, je décide de poursuivre encore avec un show de la TNA. Donc oui, sans trop vous faire tarder, on va bien sûr parler du show entre guillemets pay-per-view ou spécial de la TNA, Total Non-Stop Action, anciennement Impact Wrestling, anciennement NWA National Wrestling Alliance, anciennement GFW, Global Force Wrestling, mais bon, toutes les pseudonymes laissent un peu, on va dire, tout le côté des choses à citer. Vous avez compris, c'est TNA Undersage 2025, et je sens qu'il y a aussi des choses à dire. Oui, à propos de ce show. Bon, après, vous saviez que je suis, on va dire, du genre quelqu'un qui fait pas les choses à moitié, qui adore expliquer de toutes sortes qui s'est déroulé durant tous les matchs, et dans ce show en soi. Et auquel, si j'ai pas forcément envie de trop en expliquer de toutes les multipéripéties et d'autres autres conneries comme ça, c'est que je préfère de pas trop m'éterniser sur des choses auxquelles je préfère un peu, on va dire, ignorer les choses. Mais bon, ce n'est rien. Alors, tout va se poursuivre dans le pré-show, donc le fameux countdown de la TNA, auquel je préfère le citer. Et dans ce countdown, tout d'abord, on a eu une petite bataille de promo entre Santino Marella et le monsieur qui est le commissaire. Je crois que c'est le commissaire de la NXT, ou peut-être sous-commissaire de la TNA, Monsieur Robert Stone, auquel il était connu sous le nom de Robbie E à l'époque. C'est dire que je m'étais trompé, j'avais confondu LA Knight à Robbie E. Finalement, Robbie E, c'est bien Robert Stone, auquel ils effectuent les promos pour, on va dire, builder la rivalité entre Ariana Grace et Tessa Blanchard, qui s'est un peu déroulée comme ça de manière gratos. Ça aurait pu se dérouler autrement, mais ils ont préféré on va dire, de faire un peu comme font la AEW ou un petit peu la WWE également. C'est on va dire, de mettre une rivalité pour une rivalité comme ça, pour juste remplir une carte. Du coup, ça fait des batailles de promo auxquelles j'ai pas envie de trop m'éterniser dessus, vu comment on passe au match du pré-show et auquel ça va pas tellement durer longtemps. Donc un match entre Rosemary contre Xia Brookside, auquel je vais pas, on va dire, trop m'éterniser là-dessus, mais au moins je préfère vous citer quelques passages de ce match. Le match était entre guillemets bien. Ça dépend s'il y en a qui regardent de manière très différemment, qui peuvent le dire ouais, il était pas mal, ou alors qui diront ah, c'est peut-être pas un des meilleurs matchs pour débuter le pré-show, vu comment on attend la vraie carte principale, la vie générale des gens, bien sûr. Ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, quand Rosemary elle est désespérée et qu'elle veut à tout prix battre Xia Brookside, elle avait quasiment le match en main, elle décide un peu bêtement d'y aller à l'extérieur du ring, chercher quelques objets. Alors elle avait pris deux, si je me rappelle bien. Le premier c'était le pistolet à graffeuse, et l'autre une ceinture. Donc une ceinture pour accrocher son pantalon, si vous voulez clarifier les choses. Enfin, que je clarifie les choses. L'arbitre va confisquer le pistolet à graffeuse, mais que elle voulait donner un coup de ceinture à Xia Brookside. Elle va contrer le coup de ceinture, attaquer Rosemary, et elle, bien sûr, elle va utiliser le coup de ceinture et auquel elle va fouetter Rosemary avec. Donc, ce match, c'est Rosemary qui remporte par disqualification. Donc, une victoire qui n'était pas clean. Donc ouais, c'était assez bizarre ce match-là, je vais pas vous mentir, c'était assez bizarre. On sait pas qui est trop le face, qui est trop heel dans cette histoire, c'est un peu incompréhensible, mais bon, je préfère passer.
Vu comment le deuxième match, et là c'est la carte principale, un match simple entre Mike Santana contre Cassie Navarro, qui était toujours accompagné par AJ Francis, qui apparemment il souffre d'une blessure à la jambe. Ou plutôt, je préfère dire, c'est plutôt quelqu'un qui fait un peu de l'escroquerie. Ou escropier, escroquerie. Auquel il dit qu'il ne peut pas combattre et que c'est Cassie Navarro qui va le remplacer. Là, le match était pas mal, sans forcément être foufou. Mais faut pas déconner, c'est Mike Santana qui remporte le match. Avec sa big clothesline sur Cassie Navarro. Et un petit hommage à Bret Hart, vu comment il a mis les fameuses couleurs initiales à Bret Hart. Donc voilà, sans plus. Et qu'est-ce qu'il va faire AJ Francis? Il va monter sur le ring, frapper par derrière Mike Santana avec sa béquille, pour nous montrer à quel point qui n'a jamais été réellement blessé, qui jouait la comédie pour éviter d'affronter Mike Santana. Ok, super, la stratégie un peu douteuse, Psartek, comme on pourrait dire. Mais bon, je préfère passer, de toute façon c'est victoire de Mike Santana et on n'en parle plus. Le troisième match, alors c'est toujours un match simple, mais étant donné que Dinner ne recevra pas de nouveau contrat à la TNA. Ah oui, la stipulation c'était pour offrir un contrat à Cody Dinner. Et du coup, voilà comment le match a eu lieu. Mais pourtant, c'est un peu venu comme ça, pour moi, nulle part. Hein, parce que je sais que je regarde quelques semaines les shows hebdomadaires d'Impact, sans trop forcément de m'éterniser sur ce qui se passe dans le match, parce que j'ai autre chose à faire de mes préoccupations. Auquel j'ai pas tellement, on va dire, été dedans dans cette rivalité-là. Je trouve que c'est une rivalité qui va pas durer longtemps. Enfin, il va durer quoi quelques, allez, on va dire 1 ou 2 semaines, sans plus. Auquel je préfère pas trop m'éterniser là-dessus. Cody Dinner voulait à tout prix montrer à Eddie Edwards que il a quelque part du cran de revenir et de avoir le contrat pour être un des membres de la TNA. Auquel Eddie Edwards, bien sûr, il le sous-estime, mais que faut pas on va dire, trop éterniser là-dessus sur le match. L'issue, peu importe dans les deux cas, ça aurait été bénéfique pour l'un ou pour l'autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Et aussi, j'en avais pas quelque chose à faire, hein, pour être honnête, vu comment celui qui remporte la victoire, c'est Eddie Edwards. Et que Cody Dinner ne recevra pas de contrat à la TNA. Dommage. Et c'est pas fini pour le système, hein, clairement pas terminé. Vu comment dans le 4e match, c'est un match à 6 par équipe. The Northern Armory, donc la faction de Eric Young, qui a pour homme de main Judas Incarus, Travis Williams, et qu'ils affrontent le système. Donc Moose, Brian Myers et JDC pour The Dirty Johnny Dango Curtis. Accompagné par Eddie Edwards et Alicia Edwards, mais malgré toute cette intervention de péripéties, ça n'a pas empêché à Eric Young et à ses acolytes de tenir tête au système, pour montrer à quel point The System, on n'en veut plus, vous en avez assez trop mis de bâtons dans les roues de tous les catcheurs de la TNA, tout confondu. Maintenant, il est temps que notre heure de gloire nous vienne à des membres de la TNA qui détestent le contre-pouvoir. Entre guillemets, hein, quelque chose comme ça. Et que malgré tout, c'est The Northern Armory, donc celui de Eric Young, qui remporte le match. Donc voilà, ils ont réussi à battre The System. Je ne sais pas si ça va encore durer, cette rivalité, parce que je sais que la rivalité n'a eu lieu que pas très longtemps, et que... non, mais vraiment pas très longtemps, ça a commencé depuis on va dire, l'épisode d'Impact après Rebellion, je pense.
Je sais pas si ça va poursuivre jusqu'au clôturement final, mais à voir. À voir, j'ai pas toutes les réponses possibles, mais à voir. Là encore un match par équipe, mais cette fois-ci c'est de 2 contre 2, ou match à 4 si vous préférez. Alors, match par élégance pour les titres championnat du monde par équipe des knockouts de la TNA. Féminin bien sûr. Et il y a une stipulation dans ce match, si The Spitfire perd l'affrontement en équipe pour les titres, dans un match très spécial, Judy et Danny se séparent. Apparemment c'est la stipulation qui est marquée sur Wikipédia. Et le match par élégance, à mon avis c'est un match street fight à la sauce élégance, mais qui a quand même des armes un peu on va dire, pas létales, mais des armes barbarie, quoi. J'ai pas d'autres termes. Donc, The Team H by Elegance, avec Hater by Elegance. Donc, j'aimerais bien les appeler The by Elegance Sister. Toujours accompagné par The Personnage Concierge, le personnel concierge. Donc, le Spitfire, Danny Luna et Judy Trett. Eh bien, c'était intense. C'était également un petit peu intéressant par la curiosité de ce match, de voir que les 4 femmes se tuent à la tâche, et vraiment pour divertir le public et de prouver à quel point ils ne veulent pas se séparer. Je parle bien sûr des Spitfire, alors que Danny Luna et... non, pas Danny Luna, alors que Ash et Hater, eux, sont quasiment inséparables comme des sœurs jumelles. Toujours dans la beauté, la prestance et l'élégance, comme ils aiment se surnommer. Il y a tellement trop de choses à dire dans le match que ça en ferait trop. Des spots sur la table, des spots dans le ring à extérieur, même avec des objets. Tout se compte par des spots un peu originels et un petit peu quelque chose à raconter, même si ça raconte pas forcément grand chose, les stipulations à Street Fight. Et pourtant, malgré l'effort de Spitfire de ne pas, on va dire, essayer de se séparer malgré s'ils perdent, et qu'ils veulent à tout prix gagner pour toujours être ensemble, ben, finalement ils ont été pris au dépourvu par les sœurs élégance, et qui les atomisent, et qui vont se servir de l'une d'entre eux comme, comme on va dire, comme potentiellement sacrifié pour remporter le match. Donc je pourrais pas vous dire quel spot et quelle prise, si ce n'est que c'est victoire des sœurs élégance qui conservent les titres. Et pas que, hein, il y avait une intervention, mais je n'ai pas, on va dire, mieux capté le nom. Je sais qu'il y avait le personnel concierge, et une autre qui a servi d'atout, mais je ne connais pas le nom malheureusement. Désolé si je suis un petit peu inculte, mais il y a tellement trop de réponses à ça que je ne sais pas vous dire très clairement. Vraiment, sincèrement désolé. Si ce n'est que c'est les sœurs élégance qui remportent le match, et le Spitfire n'a pas d'autre choix de se séparer. Je coupe un petit peu et on repoursuit. Je repoursuis après m'être hydraté. Encore un match par équipe mais cette fois-ci mix, à 8 personnes. Alors, les noms auxquels je vais vous citer, ben, tout d'abord il y a la faction de Mustafa Ali, qui se fait appeler The Order 4, ou Order 4, donc qui veut dire les 4 ordres, je pense, ou l'ordre 4. Appelez ça comme vous voulez. Donc vous savez, il y a Mustafa Ali avec Tasha Steelz et l'équipe de The Great Hounds, donc équipe composée de Skylar et Johnson Hodge, qu'ils ont, on va dire, qu'ils ont affronté les Rascals, donc Trey Miguel, Zachary Wance, mais également avec Raj Singh, et la dernière auquel je vais vous citer, c'est Indy Hartwell.
Et d'ailleurs, lors de ce rébellion, j'aurais pu vous le préciser avant tout cela, mais India Hartwell, certes, elle catch en indépendant suite à son licenciement de la WWE, et auquel je trouve que sa vocation, c'est de catcher dans l'indépendant et de éblouir les personnes dans l'indépendance, que ce soit catcheur ou catcheuse, du fait que du fait que ça marche pour elle, et peut-être que ça permet pour elle de se réinventer pour revenir, mais ça, rien n'est sûr, hein, si elle est mieux dans l'indépendant. Et auquel j'aurais dû vous préciser qu'elle a signé le contrat à la TNA et que maintenant, c'est maintenant une des membres de la TNA. Donc, bien sûr, la partenaire mystère, c'était Raj Singh. Et du coup, il y a tellement trop de trucs à citer, ça part en bordel complet, et que tu as un petit peu du mal à suivre tout ce qui se passe dans le match, parce qu'il n'y a que de la brawl, que de la baston, ça part dans tous les sens, c'est parfois spot sur spot, euh, qui peuvent parfois créer des moments de near fall, hein. Mais pas toujours le cas. Pas toujours parce que parfois on a du mal à être dedans et du coup on a un petit peu du mal à s'y investir à fond dans ce genre de match. Ça plaira à certains, ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi je vais pas dire que je n'ai pas aimé vu comment je ne suis pas là pour dire que c'était nul à chier. Si je dis que c'est nul à chier, c'est que forcément c'est vraiment nul à chier. Ça dépend, euh, ça dépend de comment je le vois la chose. Pour en être honnête. Et pourtant, ce n'est pas l'équipe des Babyface qui remporte le match, donc l'équipe des Rascals, vu comment c'est l'équipe de The Order 4, donc les quatrièmes ordres de Mustafa Ali, qui remporte le match. Et si j'ai bien compris, si j'ai bien vu, c'est Mustafa Ali qui va effectuer le 450 splash pour la victoire. Je sais qu'il sait utiliser le reverse 450, mais là il fait un 450 normal. Grâce à l'aide de ses convives, Tasha Steelz, John Skyler et Jason Hodge. Donc voilà, le travail d'équipe un petit peu parfait. Donc c'est eux qui remportent le match et est-ce que ça va encore continuer? Est-ce que ça va s'estomper? Je préfère pas savoir. Clairement, je préfère pas savoir. Encore un match simple, finalement, il n'y a que des matchs simples, il n'y a pas des matchs à ce type, mieux racontés dans les shows, mais bon. Comme quoi, il faut un peu, on va dire, prendre son mal en patience. Mais bon. Mais bon, vu comment le match numéro 7, ça inclut le match entre Tessa Blanchard contre Ariana Grace. Et comme accompagnant, Tessa Blanchard, elle est accompagnée par le shérif Monsieur Robert Stone. Et par Ariana Grace, tout simplement par son père, Santino Marella. Mais tout ce que je sais, c'est que Robert Stone va en profiter pour trash-talker Santino, et que Santino va le rejoindre au vestiaire pour se mettre à sa poursuite. Du coup, ça va se laisser entre les deux jeunes femmes qui vont s'affronter. Et d'ailleurs, concernant Tessa Blanchard, je sais qu'elle est alliée à Monsieur Robert Stone, mais également à Victoria Crawford. Et qui c'est Victoria Crawford? Il s'agit ni plus ni moins de Alicia Fox. Alors, je sais que ça va encore gueuler. Je connais sûrement Marius. Elle va sûrement encore un peu, on va dire, lancer une bombe à propos de Tessa. Je ne dis pas ça pour la trash talker, mais en la connaissant, je ne serais pas surpris. Et d'ailleurs, je préfère pas trop y penser, cette histoire de racisme, parce que moi, j'ai envie que tout ça me sorte par-dessus la tête et que je préfère voir du positif dans les shows et dans les matchs plutôt que le négatif, hein. Ça, c'est ma façon de voir les choses, mais je sais que ça va encore faire scandale, voilà, à propos de elle, vu comment Tessa Blanchard, elle aime la hit, elle aime avoir l'attention sur elle. Surtout en point de vue, on va dire, commerce, vu comment il y a des t-shirts comme quoi il est bien marqué I hate Tessa, donc je déteste Tessa, par la TNA bien sûr, et ça c'était voulu, vu comment c'est un petit hommage
à Tully Blanchard, qui portait également ce genre de t-shirt pour faire comprendre à la foule qu'on déteste Tully. Donc ça, c'est un peu un clin d'œil, clin d'œil. Donc voilà tout. Dans le match, j'ai pas trop spécialement trop à raconter, si ce n'est que il y a des prises, il y a des tas de choses auxquelles je pourrais peut-être m'en passer. L'idée que Ariana Grace, qu'elle n'a pas son père à qui l'encourager pour montrer une stratégie de comment on peut gagner un match, eh bien, elle essaye de se débrouiller toute seule comme une grande face à cette, on va dire, méchante de pétasse qu'est Tessa Blanchard. Je le dis sans trop être explicite, même si c'est vrai que des mots pareils, c'est un peu osé. Mais je le fais pour vous laisser un avant-goût. Donc elle a tout tenté, hein, elle a tout tenté pour faire chuter Tessa, mais pour Tessa c'est pas assez suffisant, hein, vu comment elle, on sait qu'elle adore s'amuser à, à martyriser ces jeunes femmes, quoi. Elle aime à les martyriser, à les humilier, quitte à en vexer plus d'un, pour montrer à quel point, certes, c'est une bully, elle aime, on va dire, trop les attaquer, les, euh, les insulter si elle a l'occasion. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en dise d'autre, hein? Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise d'autre si ce n'est que Ariana, elle a tenté, s'est battue comme une lionne, mais à la fin, c'est victoire de Tessa Blanchard qui l'emporte avec un double knee Diamond Magnum. Donc un code breaker du haut de la troisième corde. Donc vous avez compris, c'est victoire de Tessa Blanchard. Et est-ce qu'elle va poursuivre pour le titre Knockout? Rien n'est sûr, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va continuer à se faire parler d'elle pour qu'on la ait de plus en plus dans l'histoire des rivalités auxquelles elle est impliquée, bien sûr, et pas de la vraie vie, hein, parce que ce que j'essaie de vous faire comprendre, en fait, si vous me comprenez très très bien, pardonnez-moi pour les qualités d'image, parce que j'aurais dû vous le citer au début, mais désolé pour les qualités d'image, vu comment j'ai fait que des screenshots. J'ai pas trop réussi à bien faire correctement, mais j'essaye avec les moyens du bord. Il faut savoir qu'il faut pas trop distinguer, euh, on va dire, la personnage dans la caméra à la personne en dehors des caméras. Donc, qu'on peut aimer l'un ou l'autre, ou la même personne si vous voulez, bah, il faut savoir faire la différence, hein, même si on a le droit de pas aimer, hein. Je peux comprendre certains qui détestent tel ou tel catcheur, telle ou telle catcheuse. Mais ça, je peux pas vous dire les raisons de comment on doit les aimer, hein. Je ne suis personne pour, pour dire comment faire, hein, vu comment je ne suis pas trop dans l'explicatif. Et parfois mes explicatifs sont pas très clairs, je préfère vous le dire, pour en être honnête. Mais bon, c'était tout pour ce match. Maintenant, match numéro 8, encore un match simple, mais cette fois-ci pour le titre féminin des knockouts de la TNA. Donc Masha Slamovich contre Victoria Crawford, que je vous l'ai dit, c'est Alicia Fox. Toujours accompagné par le shérif Stone, donc Robert Stone, le commissaire, le shérif, le policier, le colonel, le curé, si vous voulez, tous les pseudonymes, il y a moyen d'en faire toutes les stéréotypes avec Robert Stone, les stéréotypes de noms qu'elle on pourrait lui donner, et même les tenues si on pourrait lui en mettre. Alors oui, c'est vrai que c'est étonnant de voir Alicia Fox de catcher à la TNA, en sachant qu'elle a toujours été catcheuse de la WWE. Mais moi, ce que je m'y ferais jamais avec Alicia Fox, c'est que sa manière de marcher, ben, on dirait vraiment comme une dindon, hein. Ou une autruche. Parce que sa manière de se déplacer, mais what the fuck? What the fuck? Il faut être honnête, elle était comme ça à la WWE, elle fait exactement comme ça à la TNA. Oh, ça je m'y ferai jamais, hein. La manière de comment elle fait sa démarche, je m'y ferai jamais du tout, hein, à propos de Crawford. Est-ce que c'est le moyen pour elle
de revenir dans le monde du catch et de obtenir un titre très facilement? Ah, pas du tout. Clairement pas du tout. Certes, elle a beau être l'associée de Robert Stone et de Tessa Blanchard, ça vaut pas pour autant qu'elle réussirait à battre Masha Slamovich, en sachant que cette jeune femme russe est un peu très dure à cuire. En même temps, les personnes qui viennent de l'Est sont souvent les personnes les plus on va dire, impitoyables et les plus intraitables. Elle a peut-être tenté toutes les tricheries possibles du monde. Ah, ça n'a pas marché. Rien n'a marché avec Masha Slamovich. Peu importe l'ajout de Robert Stone et d'objets en tout genre, ça n'a pas réussi d'iota. Vu comment c'est tout simplement Masha Slamovich qui arrive à battre Victoria Crawford. Slash Alicia Fox, slash Victoria Crawford, bref. Il y a moyen d'inverser les rôles, mais vous avez compris. Maintenant, vous avez enfin compris. Si vous n'avez pas très bien entendu, ben, je peux vous le répéter. Alicia Crawford, c'est Alicia Fox. Voilà tout. Maintenant, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Le match par équipe pour les titres du monde par équipe masculin de la TNA. Les Nemeth Brothers, ou les Nemets, les frères Nemeth quoi. Nick Nemeth et Ryan Nemeth contre Matt Hardy et Leon Slater. Normalement, ça devait être Jeff Hardy pour les deux équipes de faire un rematch pour un autre show, donc un match frère contre frère. Mais ça, il y a eu peut-être des complications. Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc à propos de Masha Slamovich, excusez-moi. C'est que Masha Slamovich a fait une promo comme quoi elle en veut encore plus de compétition, elle veut des compétitrices qui viendra lui prendre son titre. Et celle qui a répondu à son challenge, c'est Lei Ying Lee, donc anciennement Xiali. Voilà, au passage, je préfère vous le dire. Même s'il y a Robert Stone qui a encore ramené sa pêche pour faire le commissaire un peu relou, quoi. Mais bon, ça, je préfère passer vu comment on est déjà au match par équipe. Même si c'est un petit peu bizarre de pas voir Jeff Quand je dis bizarre, c'est... Je m'entends parler, hein, bien sûr. Hein. Je m'entends parler. L'air de dire, mais qu'est-ce que je raconte En gros, c'est vrai que d'habitude, Matt Hardy sans Jeff Hardy, ben, ça fait pas le café. Alors que, même si c'est avec ou non, on va dire, le fait, ça peut quand même passer. Ça peut quand même en passer. Mais pour les frères Nemeth, ben, peu importe s'ils sont ensemble réunis ou un qui manque à l'appel pour cause de blessure, ben, eux, ils s'en fichent. Eux, ce qui compte, c'est de catcher et de conserver les titres. Quitte à en prendre des facilités déconcertantes. Parce que c'est vrai que ça a beaucoup joué à la faveur des deux frères Nemeth. Et très peu pour les Hardy ou encore pour Matt Hardy et Leon Slater, évidemment. Pourtant, malgré tous les efforts du monde et tentatives de créer une alchimie entre les deux catcheurs, donc Leon Slater et Matt Hardy, ils n'ont pas réussi à détrôner les frères Nemeth. Donc dommage pour Matt Hardy et Leon Slater. Mais victoire quand même des deux frères Nemeth, tout simplement. Et là maintenant, le main event, match par équipe, auquel il n'y a pas de titre en jeu, et heureusement. Joe Hendry et Elijah contre Trick Williams et Frankie Kazarian. C'est vrai que c'est assez flagrant de voir Joe Hendry et Elijah, deux, on va dire, catcheurs qui sont deux artistes, vu comment ils aiment jouer la guitare, ils aiment chanter. Donc c'est comme si on aurait la rencontre de deux artistes qui font une collaboration pour, on va dire, un soir ou un album pour leur public respectif. La rencontre entre les chanteurs. Un peu comme il y avait avec les rappeurs. Donc c'est vrai que c'est vrai que sous le papier c'est intéressant. C'est assez intéressant. Mais je pense pas que leur association pourrait durer encore longtemps, si ce n'est que Elijah est divertissant, Joe Hendry c'est pareil, excellent champion en titre.
De l'autre côté, ben, Trick Williams, je sais qu'il y a pas mal de promos auxquels je me dis, ah, le mec, ça se voit qu'il a le melon hein, quand il veut se mettre en avant. Et à propos de Trick Williams, je trouve que Trick Williams, c'est le genre de heel qui ne sait pas se faire détester. Normalement, un heel basique, un heel parfois différent, un heel parfois pas comme les autres, doit savoir se faire détester, à moins que si jamais il y a un truc totalement très différent entre les deux côtés. Soit on les aime parce qu'ils sont très cool, ou parce ils sont hyper divertissants ou qu'ils catchent très bien. Soit on les aime pas du tout pour leur attitude et pour montrer à quel point on déteste les méchants. Eh bien avec Trick Williams, j'ai l'impression que c'est être heel sans se faire détester. Même si j'avais fait un compliment à propos de John Cena comme quoi ben, je l'adore en tant que heel, comme je l'adore en tant que face. Après, de ma part, c'est pas très objectif, hein, je tenais à vous le signaler. Mais concernant Trick Williams, je me dis, tu peux pas être twinner, tu peux pas avoir être heel tout en étant acclamé comme un babyface. Ça marche pas du tout. Il faut à un moment donné te faire détester à mort. Si t'as du mal à te faire détester, ben reste face. Mais voilà quoi. Après, le seul truc auquel qui me fait énormément marrer Trick Williams, et là c'est question un peu, on va dire un petit peu personnelle à propos de lui, c'est que il prétend être une star aux mêmes tables de rang qu'avec The Rock, John Cena et également Batista, parce il faut pas oublier Batista. Ben je me dis, non Trick, tu n'es pas une énorme star que The Rock ou John Cena ou encore Batista, vu comment on n'a pas vu ton film, on n'a pas vu tes projets qui éclatent, quoi. Donc pour moi, tu mérites pas d'être au même rang. Après, c'est plutôt des promos auxquels il aime se vanter. Hein. Vu comment Joe Hendry a beaucoup joué avec le fait qu'il est toujours dans l'ombre de Carmelo Hayes, donc Trick Williams, et que Trick Williams, il aime pas entendre ce genre de questions. Il adore lui dire moi je me suis pas fait éclater par Randy Orton à WrestleMania. Alors que Joe Hendry lui répond en disant certes, je me suis fait éclater par Randy Orton à WrestleMania, mais au moins j'ai pas fini dans le public. Donc il y a du répondant, hein, il y a vraiment du répondant. Et cette guéguerre, elle continue, hein, elle continue. Et pourtant, Trick Williams veut viser le titre de la TNA. Ils peuvent peut-être nous surprendre, la WWE. Mais si jamais ils arrivent à faire ça, on va voir à quoi ça peut donner. S'ils le font, c'est que enfin la NXT peut être champion ailleurs que la WWE. C'est fort possible. Et si c'est pas le cas, ben c'est le catcheur de la TNA conserve le titre parce que il faut pas que la TNA se fasse trop enterrer par les catcheurs de la WWE. Parce que souvent c'est un souhait de la part de la WWE, les catcheurs de NXT doivent gagner les titres à la TNA. Pourquoi? Parce que la NXT, ce sont des immenses stars, des vedettes, des athlètes hors normes que les catcheurs indépendants. Ça, parfois, j'aime pas trop leur côté ouais, on est des stars, alors que dans l'indépendant, ils sont personne. Ça, c'est un peu la mentalité que dit Trick Williams. Parce que je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à le chanter Whoop That Trick. Parce que moi qui adore, on va dire, jouer le jeu de caca qui n'aime pas les méchants, un peu l'exemple lors d'un show de la Superstar Wrestling auquel j'ai insulté Lucas Di Leo. Bien sûr, pas pour de vrai, hein, mais vraiment pour jouer le jeu, en disant ouais c'est ça, va te faire foutre. Eh ben, quelque part j'ai envie de dire à Trick Williams la même chose. Ouais, tu crois que tu vas devenir champion de la TNA parce que t'es une star? Ouais c'est ça, va te faire foutre. De toute façon, je peux vous dire à propos de Trick Williams, pour moi il n'a pas forcément besoin du titre TNA. C'est un avis personnel, hein. Selon moi, il n'a pas besoin, parce que je sais que le roster principal l'appelle. Soit Raw, soit SmackDown. L'un des deux, peu importe.
mais selon moi, il n'a pas forcément besoin. Si la WWE le font, ben, c'est que il en a pas fini avec la NXT et même avec la TNA. Mais, euh, mais selon moi, forcément, il n'a pas forcément besoin. Ça peut créer un Oh My God moment, hein, pour les fans de la TNA, les fans de la WWE, les fans du catch en général. Ça peut créer un petit choc, mais ça va pas faire non plus un raz-de-marée, hein, si vous voulez mon avis. Mais bon, bref. Je crois que j'ai déjà assez trop dit sur leur rivalité à tous les deux. Bah, dans le match par équipe, c'est du changement, facile. Les heels obtiennent de la hit. Les faces, ben, en soi, reçoivent l'encouragement du public. Donc Joe Hendry et Elijah sont hyper encouragés. Vu comment, après tout, ce sont des artistes. Et que les fans adorent les artistes très divertissants, qui font de la bonne musique très poétique. Quitte à se moquer des catcheurs, hein, quitte à se moquer des catcheurs eux-mêmes. Et ça, je sais que c'est la spécialité de Joe Hendry. Attention, Elijah aussi, hein, le faisait même à la WWE en se moquant de quelques catcheurs en question. Donc ça, je m'en rappelle très très bien quand il se moquait de Rollins et également de Braun Strowman et et quelques noms, ça je n'ai pas trop en tête, mais je sais qu'il adorait aussi ce genre de, de thème musical pour se moquer de ses adversaires. Un peu comme The Rock. Un peu comme The Rock. Voilà. Donc il y a tellement trop de trucs, des tentatives de quelques tricheries de la part des Heels, mais également essayer de remporter le match de la part de Trick Williams, vu comment il se prend pour une star et qui veut à tout prix montrer à Joe Hendry que c'est lui la top star et que Joe Hendry c'est personne. Vu comment il le qualifie de même de clown d'internet. Alors que ce soit vrai ou pas, Joe Hendry il est très divertissant et auquel il faut y croire. Parce que moi j'y crois en Joe Hendry, comme j'avais cru en Trick Williams quand il a remporté les titres face à Ilya Dragunov et quand il a remporté une deuxième fois. Et que maintenant, vu comment il est heel, je me dis, bah, j'ai pas besoin de l'encourager, c'est un méchant. Donc c'est un trou de balle, j'ai pas besoin de le dire que que je dois y croire en lui. Vu comment, après que moi-même je chantais Whop That Trick, j'ai envie de chanter bah, façon un peu plus pleurnicharde de Trick Williams, Walk Right Trick. Même si personne va sûrement le dire, mais j'aimerais bien donner des idées à certains. Donc après mur reprise, mur finish, notamment Trick Williams, il va viser Frankie Kazarian en faisant un trick shot, donc le trick knee, trick shot, et auquel ben, il a visé son partenaire, il se fait éjecter par Joe Hendry. Elijah enchaîne une prise et l'offre en pâture à Joe Hendry qui va faire sa Believe. Euh, alors en version VO, c'est Good Graduation. Enfin, les félicitations Believe Shockslam quoi. J'arrive pas à le dire correctement. C'est Good Graduation. Donc bonne acclamation. Mais moi je préfère dire Believe Shockslam pour être plus simple. Et auquel ben, il bat Trick Williams et Frankie Kazarian, auquel il fait le pin sur Kazarian pour protéger l'affiche entre Williams et Joe Hendry. Donc c'est tout simplement pour protéger. À la fin du match, ben, bien sûr, Trick Williams regarde méchamment son adversaire en disant à Battleground Tampa en Floride, tes jours en tant que champion sont comptés, je serai le champion de la TNA. Je vais porter mieux la marque que toi. Et je suppose que Joe Hendry ne va sûrement pas se laisser faire. En tout cas, je l'espère. Et voilà comment ça s'arrête ce show. Donc voilà tout. J'espère que j'ai déjà assez trop dit sur la TNA, enfin sur TNA Under Sage, et que maintenant je passe directement à la conclusion, même si je sais qu'il y a d'autres shows auxquels je vais poursuivre, hein. Notamment le AEW All Elite Wrestling Double or Nothing, auquel je vais m'y attarder, suivi de la WWE World Wrestling Entertainment NXT Battleground Tampa. Donc c'est sûr, je vais avoir du pain sur la planche.
Maintenant, je passe directement à la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.